Oui, merci beaucoup de l'invitation. Alors, dire d'abord, je suis sociologue, on va dire en partie de la vulnérabilité, sociologue un peu des droits humains, mais sociologue là qui n'est pas d'expérience empirique de ce qui s'est passé dans des établissements. J'ai pas fait d'enquête auprès de professionnels, de familles ou de résidents en établissement, hein. Donc, pour dire, c'est un propos général et pas un propos appuyé sur de l'enquête empirique. Mais de fait, moi, l'une des choses qui m'a frappé, c'est la manière dont le discours, la référence à la vulnérabilité a un petit peu saturé l'espace public pendant cette dernière année, faisant ressortir quelques ambiguïtés de cette notion, hein, qui émerge dans le débat public, dans l'action publique quand même depuis quelques années, voire quelques décennies, mais qui là est devenue une notion très commune, populaire, alors qu'elle était jusqu'alors une notion utilisée par les philosophes, les éthiciens, les sociologues, l'action publique, mais pas tellement par le grand public. Alors, dire d'abord deux choses. Cette notion, elle est à l'articulation effectivement entre deux enjeux qui s'articulent toujours un peu difficilement, celui de la fragilité, hein, de la fragilité existentielle humaine, et celui des inégalités, hein, ce qu'on thématisait autrefois plutôt autour de la question des inégalités, et où bien sûr tout être humain, tout être humain est vulnérable parce que il est fragile, il est exposé à la blessure, il est exposé à la maladie, au handicap, etc. Mais tout être humain n'est pas vulnérable de la même manière, et cette inégalité entre groupes d'humains, c'est une question qui n'appelle pas les mêmes réponses qu'une vulnérabilité un peu plus anthropologique, existentielle. Donc, je crois qu'on a la période a joué énormément sur ce terme pour aussi un petit peu invisibiliser les tensions entre ces deux types d'enjeux, entre précisément comment avoir un petit peu d'équité entre des types de vulnérabilités différentes. Et on a vu les difficultés à avoir un débat serein. Est-ce qu'on peut comparer en contexte de pandémie des vulnérabilités des groupes avec des vulnérabilités différentes, on a à la fois un peu invisibilisé cette question des inégalités entre groupes au nom d'une vulnérabilité commune, tour à tour, comment dire, je pense qu'évidemment, il y a une expérience collective très forte que tout le monde a été concerné par la pandémie comme phénomène social, mais on l'a été de manière très différenciée dans nos existences quotidiennes. Et ces inégalités-là, ces écarts-là, on n'a pas voulu sans doute complètement les discuter collectivement. Dire peut-être également que ce terme de vulnérabilité, il vise beaucoup à justifier des renversements dans, on va dire, les régimes juridiques de vie, hein, où de manière ordinaire, la norme qu'on promeut, c'est celle d'autonomie. Hein, et quand on commence à parler de vulnérabilité, c'est sans doute pour dire où tout d'un coup, c'est la protection, c'est la norme de protection qui devient première et non plus celle d'autonomie. Hein. Donc, effectivement, sans doute dans la saturation de la référence à la notion de vulnérabilité, il y a ce réflexe de l'action publique qui a été particulièrement fort dans les institutions, de dire, bah oui, on n'a plus besoin d'écouter les personnes, ce qui compte, c'est de les protéger. Hein. Donc dire, attention, effectivement, cette notion un peu consensuelle, elle vise aussi à permettre des formes de renversement normatif qui sont problématiques, là où sans doute, hein, en l'occurrence, la dimension, la référence anthropologique à la notion de vulnérabilité, et notamment celle que je ramène là
à une forme de droit humain qui considère que, effectivement, quels que soient les vécus des personnes et leurs compétences et leurs capacités, il y a bien à un moment donné leur référence, leur volonté, leur aspiration dans les formes aussi petites qu'elles se manifestent, hein, qui sont à prendre en compte. Et je crois que cette exigence de dire refuser un petit peu l'impératif de protection pour rappeler que oui, ça a du sens. Ça a du sens si on construit, si dans les sociétés démocratiques, on se construit autour d'abord de la norme d'autonomie. Il me semble que c'est quelque chose à rappeler, bien sûr, au pouvoir public et aux institutions. Peut-être, pour ne pas être trop long, terminer un petit peu là-dessus, dire, faire lien avec cette question de la maltraitance institutionnelle qui vous intéresse. L'institution, on peut la penser comme la réponse à une vulnérabilité un peu anthropologique, constitutive. C'est bien parce que on est dépendant d'autrui. Voilà, dire qu'effectivement, l'institution, elle a du sens quand elle répond à l'enjeu de la vulnérabilité, c'est-à-dire à l'interdépendance constitutive de toute vie humaine. Et quand l'institution commence à s'autonomiser pour être au service d'elle-même, bien sûr qu'elle perd le sens de son origine, elle perd le sens de sa mission et elle en vient sans doute. Alors, j'emploie pas dans mes travaux, en tout cas, ce terme de maltraitance institutionnelle, mais la manière dont je le comprends, c'est bien effectivement ce moment où elle n'est plus au service de sa mission, mais bien au service d'une logique de protection ou de développement autocentré.